911, quelle est votre urgence? Oui, bonjour. Ça va vous paraître un peu étrange, mais il y a un homme qui titube en rond dans ma cour. Pouvez-vous répéter ça, monsieur? Il a l'air malade, ou perdu, ou sous, ou enfin quelque chose. Je viens juste de me réveiller pour prendre un verre d'eau et j'ai entendu des pas dans la neige sous ma fenêtre. Alors j'ai jeté un coup d'œil. Je suis en train de le regarder maintenant. Il est à environ 10 mètres de ma fenêtre. Quelque chose ne va pas. Quelle est votre adresse, monsieur? 1617 Carrie Lane, à Pinay-la-Passe. Je vais envoyer une escouade chez vous, mais c'est un bon bout de chemin. Êtes-vous seul dans votre maison, monsieur? Oui, je suis seul. Pouvez-vous confirmer que toutes vos portes et fenêtres sont fermées? Restez en ligne avec moi. Je suis déjà sûr que la porte d'entrée est verrouillée, mais je vais aller vérifier ma porte d'arrière très rapidement. J'apprécie votre aide. D'ailleurs, je sais que c'est un peu étrange, mais j'espère vraiment que... Monsieur, vous êtes toujours là? Il est toujours dans le jardin. Mais... Qu'est-ce qu'il fait, putain? Il est à l'envers. Monsieur, restez avec moi, qu'est-ce qui se passe? Il me fixe, mais il tient sur ses mains maintenant. Il est parfaitement immobile, il me regarde. Il fait le poirier, il me sourit et il bouge pas. Il fait le poirier, monsieur? Je sais pas comment... Oui, il est en face de moi, il tient sur ses mains et il a cet immense sourire et il est parfaitement immobile. C'est quoi ce bordel? S'il vous plaît, envoyez quelqu'un ici maintenant. Monsieur, j'ai besoin que vous restiez calme. J'ai pris votre appel et un officier est en chemin. Ces dents sont tellement énormes. Bordel, s'il vous plaît, aidez-moi. Monsieur, est-ce que vous pourriez essayer de garder un œil sur lui, mais vérifiez que votre porte arrière est verrouillée encore une fois. Nous avons besoin d'être sûrs que tous les points d'accès possibles sont sécurisés. Pouvez-vous continuer à me parler et confirmer que votre porte arrière est verrouillée? Ok. J'avance à reculons maintenant et je le garde à portée de vue. Ma main est sur la poignée de la porte arrière maintenant. C'est verrouillé. Je dois verrouiller le verrou, alors je vais quitter les yeux pendant une seconde. D'accord, monsieur. De l'aide est en route. Restez juste au téléphone avec moi, tout ira bien. Monsieur? Monsieur, vous êtes toujours là? Son sourire, il est juste contre la vitre. Monsieur, j'ai besoin que vous parliez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé ailleurs pendant une seconde et maintenant, son visage. Il est pressé contre la fenêtre de devant. Ses dents sont énormes. Il est toujours en train de sourire. Il n'y a aucune couleur dans ses yeux. Jésus, aide-moi. Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas? Monsieur, j'ai besoin que vous vous rendiez dans la pièce la plus proche et que vous vous y enfermiez. Avez-vous un sous-sol ou une chambre dans laquelle vous pourriez vous verrouiller? Il n'arrête pas de me fixer. Il va me faire du mal. Monsieur, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Enfermez-vous dans un endroit sûr jusqu'à ce que l'officier arrive à votre maison. Vous pouvez m'entendre? Oui. Oui, je vais m'enfermer dans ma chambre. Et vous nous confirmez que vous êtes seul chez vous? Oui, je suis seul à la maison. Attendez un instant. Il bouge. Il secoue sa tête. Il me dit non. Il peut vous entendre. Il me dit que je ne suis pas seul. Monsieur, vous êtes toujours là? J'ai entendu un bruit fort. Est-ce que tout va bien? Monsieur! Lors d'une nuit orageuse, un vieil homme s'en allait dormir vers 1 heure du matin après avoir écouté le bulletin de nouvelles à la radio, lorsqu'une petite fille étrange cogna à la porte de sa demeure. Elle était habillée d'une robe de nuit en voile blanc, avec de longs cheveux blonds très pâles bouclés, le teint pâle et les yeux rouges. Aussi, elle traînait un violent coup de vent derrière elle. L'homme lui demanda pourquoi elle traînait dehors à cette heure. Elle ne lui répondit pas. Il lui demanda alors si elle voulait à boire ou à manger. Mais elle ne lui répondit que par un coup de tête désapprobateur et partit. Le lendemain, à la même heure, le même vieil homme eut la visite de la même petite fille. Il lui demanda la même chose que la veille, et la jeune fille agit de la même manière que le jour précédent. Le vieil homme baissa la tête et s'interrogea, mais la jeune fille avait disparu lorsqu'il éleva le regard. Bizarre, se dit-il. Mais il ne s'en fit pas pour cela. La nuit suivante, il ne fut pas surpris que la fille revienne.
Cette fois-ci, il l'invita à rester pour la nuit et à sa grande surprise, elle accepta. Mais cette nuit-là, l'homme fit de l'insomnie et se leva à écouter la radio. Là, le malheur arriva. Un message de la police coupa la musique. Le message était celui-ci. Attention à tous. Nous vous informons qu'une petite fille étrange se promène dans les parages. Elle est habillée tout en blanc et a de longs cheveux blonds bouclés. Aussi, elle a les yeux rouges. Elle a été aperçue la dernière fois à Actonville. Alors attention, si vous la voyez, ne lui parlez surtout pas et ne l'invitez pas chez vous. Je répète, prenez garde à la petite fille aux yeux rouges. C'est une meurtrière en série. Cette fillette n'a pas de cœur, elle est cruelle et sans pitié. Attention à elle. Alors le vieillard se retourna pour voir si la jeune fille dormait encore, et il la vit debout devant elle, tenant un couteau à la main. L'homme sera retrouvé mort une semaine après. J'entends des bruits tout le temps, des bruits que personne d'autre n'entend. Ou peut-être que vous les ignorez. Moi, je n'y arrive pas. Je les entends le matin à mon réveil. Des craquements, des gazouillements, des chuchotements. Je les entends le soir. Avant de me coucher, des pas sur mon parquet se font entendre. Je me cache sous ma couverture. Je le sens près de moi. Il respire à mon oreille. Puis quand je songe à sortir ma tête de sous ma couverture, il disparaît comme s'il savait. Il sait où je vais. Il me suit. Parfois je vois son ombre. Je décide de tenter une recherche sur Internet. Je tombe sur un forum avec plusieurs articles, mais parmi ceux-là, un seul m'intéresse plus que les autres. Je clique sur l'article et je lis les mots de l'auteur. Il raconte que c'est notre protecteur, qu'il est là où nous sommes, qu'il nous suit pour nous protéger, et que nous ne sommes jamais seuls. Sous ces longues lignes de texte, je vois un lien suivi d'une petite ligne que je ne prends même pas la peine de comprendre. Je n'hésite pas. Je clique sur le lien en espérant qu'après avoir vu ce à quoi il ressemblait, il me laisserait tranquille. Le lien me redirige vers une page blanche. Elle met du temps à se charger. Puis j'aperçois enfin une photo qui se charge. Je me vois moi, posé sur mon lit, dans le noir, lisant l'article. Seule la photo de l'écran m'éclaire. Mais j'aperçois autre chose, une forme, un visage. Il est menaçant ce visage. Il se trouve au-dessus de mon épaule. Il s'approche vers moi, et ce qui semble être sa main me prend le bras. En un quart de seconde, je comprends les paroles que je n'avais pas prises au sérieux. En cliquant sur le lien, vous pourrez voir à quoi ressemble votre protecteur. Mais prenez garde. Votre protecteur s'énervera. Il ne vous voudra plus aucun bien. Vous ne le verrez qu'une seule fois. Cela fait maintenant plusieurs années que je travaille pour la Poste. Et chaque hiver, je suis en charge des réponses du Père Noël pour les lettres qui lui sont adressées. C'est un travail magique, bien que parfois déstabilisant. Comme par exemple des enfants qui demandent le retour d'un parent décédé. Mais ce que j'ai reçu il y a maintenant quelque temps ne cesse de me perturber. J'en suis au point où chaque année, je redoute de recevoir à nouveau une telle lettre. Je me dois de vous la partager, en espérant que vous évitiez de laisser rentrer n'importe qui chez vous le soir de Noël. Papa Noël, moi et ma petite sœur Suzy, on a passé un super Noël avec toi. Même si je n'ai pas très bien compris pourquoi, au lieu de descendre par la cheminée, tu es resté debout devant la fenêtre de ma chambre. En tout cas, je ne regrette pas de t'avoir ouvert. Tu nous as bien fait rire avec ta tête rigolote et ton grand manteau rouge et blanc. En plus, les jouets que tu m'as donnés sont super. Mais s'il te plaît, même si tu as dit que tu t'énerverais si on te demandait, est-ce qu'on peut revenir sur ce marché? Papa et maman me manquent, et Suzy sent mauvais. En plus, elle ne fait que pleurer, et moi aussi ça me fait pleurer. PS, je te rends les jouets. Tiens, je te rends même notre photo tous les trois. Tu as encore joué avec les couteaux, Charlotte? Non, maman, c'est Clémentine. Qui est Clémentine? Bah, c'est ma poupée, maman. Oh, je t'en prie, Charlotte, cesse donc avec tes mensonges. Mais je te jure que c'est vrai, maman. Je lui ai dit non, mais elle les a quand même pris et... Tais-toi, ça suffit, monte dans ta chambre. Je t'avais dit de ne rien lui dire, Charlotte. Tu ne veux jamais m'écouter. Oh, tais-toi maintenant, tu as assez fait de dégâts. Ne sois pas violente, Charlotte.
N'oublie pas que je peux faire ce que je veux. Sans mon aide, tu n'arriveras à rien. Ok, c'est bon, excuse-moi. Comment allons-nous faire maintenant? Maman sait qu'on a pris le couteau, on va avoir des problèmes. Ne sois pas si bête. À qui veux-tu qu'elle le dise avant la tombée de la nuit? Après, il sera trop tard. Elle sera condamnée au silence. Oh oui, je préférerais que ma mère ne parle plus. Comme ça, je pourrais faire ce que je veux. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, maman. Ces bonnes nuits vont me manquer. Mais il me restera ces baisers, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Nous allons prendre celui-ci. D'accord. Mais Clémentine, qu'est-ce que tu as fait? Ta maman ne parlera plus, c'est ce que tu voulais, non? Oui, mais pourquoi maman saigne comme ça? Pourquoi n'ouvre-t-elle plus les yeux? Clémentine, pourquoi maman est morte? Parce que tu l'as tuée, Charlotte. Non, c'est pas vrai, c'est toi. Tu es mauvaise, Charlotte. Moi, je ne suis que ta poupée. Mais tu es mauvaise. Prends ce couteau et regarde. C'est toi. Non, c'est pas vrai. Et quel est ce bruit? Embarquez la petite, c'est monstrueux. Non, non, je veux pas. C'est pas moi, c'est elle. Ne dis pas n'importe quoi, ce n'est qu'une poupée. Tu es mauvaise, Charlotte. C'était tôt dans la soirée. Une grande femme venait de m'interpeller dans la rue. Ses jambes étaient anormalement minces, et elle tremblait comme si elle avait du mal à maintenir son corps en équilibre. Ses bras aussi étaient minces comme des bâtons, et un sac à main rouge pendait de son épaule. Sa respiration était sifflante, comme si elle éprouvait des difficultés pour inspirer et expirer. J'étais sûr que c'était à moi qu'elle venait de parler, mais ses yeux semblaient dirigés derrière moi, regardant ailleurs. Où allez-vous? Elle ne semblait pas normale. Cajuga 1 19 4 201. C'était mon adresse. Elle avait donné mon adresse exacte jusqu'au numéro de ma chambre. Désolé, je ne sais pas où c'est. J'ai décidé de ne surtout pas m'attarder avec elle. Puis la femme m'a dépassé, courbé, et sa taille a émis un craquement comme si elle était sur le point de se casser en deux. Après cela, elle a titubé jusqu'au bout de la rue et elle a disparu au carrefour suivant. C'était vraiment bizarre. Je me suis assuré de prendre un détour avant de rentrer chez moi. J'ai examiné précautionneusement la porte d'entrée et constatant qu'elle était bien fermée, je suis entré. S'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer mon chemin? Une voix venait de se faire entendre dans la pièce obscure. Un soir, des parents décident de sortir. Ils laissent leurs deux filles de 12 et 16 ans seules. Comme elles s'ennuient, elles décident de regarder la télé ou passent les informations. Elles apprennent alors qu'une folle très dangereuse, cul-de-jatte et se déplaçant en fauteuil roulant, s'est échappée de l'asile tout proche. La présentatrice prévient qu'elle est extrêmement dangereuse et qu'il faut absolument que les habitants prennent de nombreuses précautions. Elle décide immédiatement de fermer toutes les issues, fenêtres, portes. Elles sont alors rassurées et vont se coucher, chacune dans leur chambre. Un quart d'heure plus tard, la petite sœur vient réveiller la grande en lui disant qu'elle avait trop peur, qu'elle ne pouvait pas dormir. La grande sœur accepte qu'elle vienne dans le lit avec elle et se rendort. Encore un quart d'heure plus tard, la petite sœur réveille la grande et lui dit « Je vais sous le lit, comme ça si la folle arrive, elle ne pourra pas m'attraper. » La grande sœur n'y prête pas attention et se rendort. Elle va dormir toute la nuit, mais son sommeil sera troublé par des bruits irréguliers, suivis comme d'affrontements. Le lendemain matin, quand elle se réveille, elle descend directement pour voir ses parents. Elle trouve son père dans la cuisine, en train de lire le journal. Comme il ne répond pas, elle s'approche de lui et enlève le journal des mains. Elle le trouve alors décapité, la tête sous le bras. Elle court dans la salle de bain et trouve sa mère dans la baignoire, remplie de son propre sang. Elle pense soudain à sa petite sœur et retourne dans sa chambre. Elle la retrouve éventrée sous son lit. En descendant au salon, elle trouve un fauteuil roulant qui avait été jeté pour briser la vitre. Les bruits qu'elle avait entendus étaient la folle qui, avec un couteau dans chaque main, avançait en les plantant dans le sol et se tirait, d'où le frottement du bas de son corps sur le sol. En 1946, dans Berlin en ruine,
une jeune femme rencontre un aveugle errant et tâtonnant qui lui demande de bien vouloir porter une lettre à une adresse. Charitablement, elle accepte et prend le chemin de l'adresse indiquée. Mais en se retournant, elle aperçoit l'aveugle qui s'enfuit en courant, sans aucune hésitation, et qui disparaît au coin de la rue. Trouvant ce comportement suspect, la jeune femme va raconter son histoire à la police. Peu après, les policiers découvrent à l'adresse indiquée 2 hommes et une femme, ainsi qu'une grande quantité de viande, ce qui valait de l'or à cette époque. Avec horreur, les policiers s'aperçoivent qu'il s'agissait de chair humaine. Et le texte de la lettre que la jeune femme devait remettre était le suivant. Ceci est la dernière livraison pour aujourd'hui. Monsieur X était un écrivain renommé, un grand nom dans la littérature. On l'enviait plus souvent qu'on ne l'aimait. Il recevait chaque jour des tonnes de manuscrits, et on lui demandait son avis. Malheureusement, Monsieur X était aussi un homme cruel, qui prenait un malin plaisir à faire le mal. Il lisait les manuscrits avec attention, mais répondait aux jeunes écrivains qui n'ont aucun talent. Un jour, il reçut un manuscrit qui semblait assez vieux. Monsieur X l'ouvrit. Un message écrit de la main d'une dame le complimentait. Flatté, Monsieur X fondit sous le charme assez gamin de la dame et commença à lire. Au fil des pages, il commença à avoir du mal à ouvrir les yeux. Il était fatigué, comme incapable de faire quoi que ce soit. Pourtant, il continuait à lire, parce qu'il avait l'impression qu'il avait déjà lu ce livre, qu'il en connaissait déjà la fin. Et puis, les pages étaient collées. La fin, il croyait déjà la connaître. Le mari est en prison. La femme meurt au moment pile où son époux est pendu. C'est exact. De plus en plus fatigué, il allait refermer le livre pour aller dormir, quand il vit qu'il y avait encore une page. Se demandant ce qu'on pouvait rajouter à un tel fiasco, il lut fébrilement les lignes écrites de la main de la dame que voici. « Cher Monsieur X, je sais ce que vous allez me répondre. Votre livre est d'un ennui mortel. Vous me l'avez déjà dit. Vous ne vous souvenez pas? Il y a quelques mois, je vous ai envoyé ce manuscrit. » Là, Monsieur X comprit pourquoi il avait l'impression d'avoir déjà lu le livre. J'ai passé de longues années à travailler cette histoire, à la peaufiner, à l'expérimenter. Et je suis dégoûté de voir comment vous avez pu jeter ces années de travail aux orties. J'ai cherché à me venger. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai bêtement trouvé. Vous vous sentez fatigué, Monsieur X? C'est normal. J'ai trempé ces pages dans de l'arsenic. Vous avez dû décoller les pages pour lire. Ne dérangez pas l'hôpital. L'arsenic n'a pas d'antidote. Et puis ça fait trop longtemps que vous en avez absorbé. En espérant que l'enfer vous plaira, Monsieur X. En Australie, un jeune homme de 22 ans ne savait pas où dormir. Il décide d'aller dans un hôtel. Tous les hôtels sont pleins sauf un. Il décide de dormir dans cet hôtel pour la nuit. Malheureusement, c'est un hôtel 5 étoiles et donc cher. Il demande donc la chambre la plus médiocre et l'employé lui dit « Nous avons justement notre chambre la moins chère qui est encore libre. Mais elle n'est pas du tout médiocre. Elle est comme toutes les autres, enfin presque. » Presque? Oui, elle est hantée. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas peur des fantômes et je suis fatigué. La personne de la caisse lui donne la chambre pour $30 seulement. La nuit, il n'entend rien. Tout d'un coup, il entend un bruit bizarre, ce qui le réveille. Il vérifie partout dans la chambre, mais il ne trouve rien. Le lendemain matin, il se réveille et va se brosser les dents dans la salle de bain. Il voit dans le miroir le visage d'un homme totalement défiguré à la place de sa tête. Il entend à nouveau le bruit de la veille. Il se sauve. Quelques heures plus tard, son bus eut un accident. Il n'est pas mort. À dire vrai, c'est même le seul survivant de la collision. À l'hôpital, il se regarda dans la glace et vit le même visage défiguré que le visage qu'il avait vu le matin même à l'hôtel. En réalité, il avait vu dans le miroir de l'hôtel son visage après l'accident, et le bruit étrange était le bruit de la collision du bus. Il est mort en 1999 à l'âge de 32 ans, 10 ans après l'accident, de cause inconnue.